projet de conseiller en image, je l'ai depuis. Tu l'as mûri. Ouais, je l'ai depuis depuis plus de 20 ans. D'accord. Voilà. Après, il m'a fallu du temps, il fallait des étapes. Je savais qu'il y avait à la fois des compétences et un réseau qu'il fallait que j'acquière. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête. Et quand on l'a rendu, quand on l'a concrétisé il y a 6 ans, et qu'on a monté donc Fort Success, c'était finalement l'aboutissement de pas mal d'années d'envie, de réflexion, de rêve, effectivement, un rêve qui est devenu une réalité. Et c'est un peu un mantra d'ailleurs pour moi. Le fait de faire de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité, c'est de se dire, voilà, en fait, tout ce à quoi tu aspires, et c'est comme ça que j'éduque mes enfants aujourd'hui, c'est réalisable à partir du moment où tu t'en donnes les moyens. Bienvenue sur la chaîne Sanasté. Sanasté a pour objectif de favoriser le bien-être global. Accompagnés de nos coachs, nous allons prochainement proposer des ateliers reposant sur 3 piliers. Des cours de sport pour tout niveau, des échanges et ateliers autour de la cuisine healthy, participer à des conférences de personnes inspirantes. Nous sommes convaincus que le bien-être est un cumul de ces 3 piliers indissociables. Le but de cette chaîne est de vous offrir des podcasts réguliers dans lesquels nous accueillons des personnes inspirantes et qui ont décidé de faire. Cette semaine, nous rencontrons Sébastien Bellencontre, l'un des cofondateurs de Fort Success. Fort Success est une agence de communication spécialisée dans la gestion d'images pour sportives et sportifs professionnels. Avec Sébastien, nous parlons de la différence entre un agent sportif et un conseiller d'image, de l'importance de la confiance en soi, de la capacité de travail, de sincérité, de patience, d'amour des gens pour ce qu'ils nous apportent et d'amour de la vie comme leitmotiv. Pensez à nous suivre sur nos réseaux sociaux tels qu'Instagram et Facebook, ainsi que sur cette chaîne. Bonne écoute. Bonjour Sébastien, tu es l'un des cofondateurs de Fort Success. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est Fort Success ? Bonjour Michel, Fort Success c'est une agence de communication spécialisée dans la gestion d'images pour les sportifs professionnels. Nos prérogatives sont assez facilement identifiables. On gère différents segments de la communication pour nos clients que sont uniquement les sportifs professionnels. D'accord. Parmi lesquels le sponsoring, la gestion de leur communication à la fois traditionnelle, via les médias traditionnels, et également leur communication digitale. Leur relation avec les différentes strates de la population, donc à la fois en B2B, les clubs, les marques, les médias, et également des opérations avec des consommateurs, par exemple, des fans, ce genre de choses. Donc voilà, on s'occupe vraiment de tout ce qui est lié à leur image et à leur communication. Ok, et alors je me rappelle à l'époque, quand tu m'avais expliqué ton projet, que tu m'avais annoncé cette création d'entreprise, j'avais rapidement, enfin du moins ce qui était venu à mon esprit, c'est, je m'étais dit, mais ok, du coup tu vas être agent de joueur. C'est quoi la différence entre un agent d'image et un agent de joueur ? Alors la plus grosse des différences, c'est qu'un agent de joueur gère les transferts, si on ne prend que l'exemple du football, parce que c'est plus parlant pour tout le monde. Donc un agent de joueur gère les transferts de ses clients dans les clubs, ce que nous, on n'est pas habilité à faire, ce qu'on ne peut pas faire, puisque c'est réglementé. Faut un diplôme particulier. Il faut une licence d'agent qui dépend en France du ministère des Sports, après qui est attribuée par les fédérations délégataires, donc en fonction des sports dans lesquels tu veux exercer, tu dois te rapprocher de la fédération pour passer ce diplôme. C'est un examen évidemment. Donc déjà c'est la plus grande des différences. Après, j'ai envie de te dire, un agent sportif pourrait être agent d'image, un agent d'image ne peut pas être agent sportif. Mais il est vrai que le monde a évolué de telle manière que la communication aujourd'hui est devenue un vrai levier dans ce métier, toujours plus important, puisque ça a aussi un impact sur la valeur sportive sur la valeur marchande des sportifs. Donc on a une profession qui est en train d'évoluer dans la mesure où un agent sportif aujourd'hui n'a plus forcément les compétences pour être un agent d'image, qui demande des compétences un peu plus pointues que ça a pu l'être il y a quelques années, j'ai envie de dire à la naissance du sport business. Okay. Maintenant, voilà, les deux professions sont plus complémentaires que concurrentielles, j'ai envie de dire. Et un sportif de haut niveau peut à la fois avoir un agent sportif et un agent d'image, c'est ce qu'on lui conseille en général. Les deux devant travailler main dans la main, dans le but
de faire en sorte que leurs clients, ce sportif qui a quand même une typologie de carrière assez particulière, très courte, rendent cette carrière optimale par le biais effectivement d'un niveau de performance sportive élevé, mais également d'un niveau en termes de communication assez professionnel. Et après, il y a aussi, par rapport à ce que tu disais sur le mot agent, la sémantique du mot agent. Nous, on s'est aperçu dans notre métier qu'il fallait plus forcément utiliser le mot agent. D'accord. Parce qu'il y avait une connotation, effectivement, il y avait une connotation négative, parce que derrière agent, historiquement, on a mis beaucoup de mots négatifs. On starifie les gens, et c'est pas tant starifier, c'est surtout que pour beaucoup, agent égale escroc, voilà, malheureusement, et égale pas forcément gens honnêtes, bien intentionnés, etc. Ce qui est pas toujours le cas d'ailleurs, et dans une généralité, c'est pas le cas. Beaucoup d'agents sportifs sont des gens très honnêtes et surtout bien intentionnés et très compétents. Il y a malheureusement une minorité qui fait que les gens font l'amalgame, mais voilà. Et donc nous, en termes de sémantique pour notre métier, on a plus tendance aujourd'hui à utiliser le mot conseiller en image que agent d'image, qui a pour le coup une interprétation beaucoup plus neutre et même beaucoup plus positive que la notion d'agent. Ok. Voilà. Quel a été ton parcours ? Alors, mon parcours est assez basique. J'ai fait un bac scientifique, un UFR STAPS. À la base, je me destinais à être prof de PS. Sauf que j'avais dans un coin de ma tête le fait de vouloir... à l'adolescence, j'ai eu la chance de plutôt bien jouer au tennis. Donc j'ai eu un parcours à un niveau national. Mais assez tôt, je me suis arrêté très tôt parce que je sentais que j'aurais pas les capacités pour être professionnel. Par contre, l'univers du sport pro m'a toujours intéressé, m'a toujours attiré. Et je m'étais dit à ce moment-là, le jour où j'ai décidé que je ne serais pas un sportif de haut niveau, que je trouverais un moyen, quoi qu'il arrive, d'évoluer dans cette sphère, parce que c'est quelque chose qui m'attirait. Et évidemment, la partie business du sport a très vite attiré mon attention, et j'ai choisi assez tôt, vers 16-17 ans, d'avoir un parcours qui me permette de toucher à ça. C'est vrai que le fait de rentrer en STAPS au départ était peut-être un choix par défaut, parce que le monde n'était pas encore organisé tel qu'il est aujourd'hui au niveau universitaire pour les gens qui veulent évoluer dans le business du sport, parce que c'était il y a plus de 20 ans. Mais en tout cas, voilà, c'était un premier moyen d'accéder à cet univers. Et puis très vite, au bout de 2 ans, je me suis orienté vers la filière management, avec cette ambition effectivement de travailler dans le marketing sportif, où là je suis rentré chez Havas, qui est une grosse agence, pendant 1 an et demi, pour bosser sur les droits de l'équipe de France de football et de la Ligue 1 et de la Ligue 2, donc finalement un background à ce moment-là très football. Et j'ai eu la chance d'intégrer un équipementier sportif qui est Reebok à la fin de cette expérience, où là j'ai eu encore une fois la possibilité de toucher à pas mal de choses, en tout cas à des univers sportifs différents, et ce qui m'a permis à la fois de me construire une belle expérience, mais surtout de me construire un vrai réseau. D'accord. Qui par la suite m'ont donné la possibilité de rendre réel mon projet initial, qui était d'avoir un soutien et un apport en termes de compétences à des sportifs de haut niveau, puisque ce projet de conseiller en image, je l'ai depuis... Tu l'as mûri je l'ai depuis plus de 20 ans. D'accord. Voilà. Après, il m'a fallu du temps, il fallait des étapes. Je savais qu'il y avait à la fois des compétences et un réseau qu'il fallait que j'acquière. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête. Et quand on l'a quand on l'a concrétisé il y a 6 ans, et qu'on a monté donc Fort Success, c'était finalement l'aboutissement de pas mal d'années d'envie, de réflexion, de rêve, effectivement, un rêve qui est devenu une réalité, et c'est un peu un mantra d'ailleurs pour moi, le fait de faire de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité, c'est de se dire, voilà, en fait, tout ce à quoi tu aspires, et c'est comme ça que j'éduque mes enfants, moi, aujourd'hui, c'est réalisable à partir du moment où tu t'en donnes les moyens. Voilà. Donc aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on a rendu ce rêve réel, et que je touche du bois pendant que je te parle, mais qu'on arrive à avoir des projets, et qu'on arrive surtout à développer cette structure depuis 6 ans de façon régulière,
à la fois avec des projets toujours de plus en plus intéressants, et puis on a la chance de pouvoir embaucher, ce qui est génial, puisque ça nous permet aussi de dupliquer finalement cette philosophie et de former des gens à cette philosophie-là. Et est-ce que le fait que Fort Success c'était un rêve, un projet d'enfant, du moins que tu as eu lors de ton enfance ou de ton adolescence, est-ce que ça a renforcé ta motivation pour atteindre cet objectif ou pour demain, pour dire ok, un jour je serai chef d'entreprise, je serai porteur de projet, je serai créateur d'entreprise et en fait je vais me donner les moyens durant ma carrière pro finalement de ficeler mon projet et puis monter, de gravir les étapes pour arriver à ce but-là. Est-ce que c'est parce que finalement tu as eu ça durant ton enfance, parce que tu as eu ce projet durant ton enfance, que tu t'es encore plus donné les moyens, tu t'es encore plus motivé pour y arriver? Ce qui est certain, c'est que c'était très ancré, c'est clair. Tu y pensais quoi, tous les jours, toutes les nuits? Non, pas tous les jours, parce que c'était un projet à long terme. Et je pense que là, ma force dans ce cas présent, ça a été d'identifier très rapidement les étapes éventuelles qu'il fallait remplir et intégrer avant d'arriver à ça. Je te le disais, le fait évidemment d'aller chercher des compétences en me formant, parce que j'avais pas les compétences nécessaires pour... j'aurais très bien pu me dire après mon bac, tiens, je monte une boîte et puis de façon itérative, on verra. Sauf que j'avais ni les compétences ni le réseau pour y arriver. Évidemment, ça aurait été un échec. Donc voilà, j'ai très vite intégré qu'il y avait des étapes à franchir pour que ça en soit un succès. Donc je pense que une des valeurs premières, c'est la patience déjà, parce que effectivement, quand on a une idée, une volonté, parfois il faut savoir être patient. À l'inverse, parfois il faut savoir se lancer et se dire c'est le bon moment, mais voilà, être capable d'être assez lucide sur le bon moment, ce qui n'est pas simple. Après, c'est vrai que la volonté, c'est important, parce que quand tu as un projet depuis très longtemps, à un moment donné, le mener à bien, c'est pas toujours simple, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que ça t'incite pas à le faire, surtout dans un pays comme la France, où on a une culture qui est plutôt protectionniste. Moi j'ai la période avant de monter la boîte, j'ai été beaucoup inspiré par des cultures anglo-saxonnes où pour le coup on donne sa chance à beaucoup de gens qui ont envie, qui veulent tester. Exactement, c'est-à-dire que la compétence première en fait chez les anglo-saxons, c'est l'envie, donc qui est plus une qualité qu'une compétence, mais pour eux c'est une vraie compétence. Et moi j'ai été marqué par cette culture-là, parce que pour le coup j'ai deux parents j'ai des générations derrière moi de Français pure souche, donc avec une culture très ancrée, une culture très protectionniste. Donc tu sors pas forcément des sentiers battus. Et exactement, où tu prends jamais de risques, où quand tu tentes quelque chose, que t'es gamin, la première chose qu'on va te dire c'est attention, tu vas tomber. Voilà, et à l'inverse, les anglo-saxons, c'est vas-y, fais-le. Prépare-toi à le faire, prépare-toi éventuellement à l'échec, mais prépare-toi à réussir. Donc derrière l'essai, derrière le fait de prendre le risque, il y a deux options. Il y a effectivement l'échec, et là, le temps viendra d'analyser pourquoi tu as échoué. Mais il y a aussi la possibilité de réussir. Tu as quand même une chance sur deux, ce qui est quand même une grosse stat au final. Et ce qui fait que moi, à ce moment-là, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et après... il y a évidemment le travail, l'abnégation, c'est une certitude. Quand vous croyez en vos rêves, la façon la plus sûre de les réaliser, c'est évidemment de travailler en ce sens, de vous remonter les manches et de vous dire que rien n'est impossible si vous vous donnez les moyens. Et se donner les moyens, c'est déjà de croire en soi, et ensuite de travailler. Pour revenir à la confiance en soi, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai mis du temps aussi, moi, à monter ma structure, parce que j'aurais peut-être pu le faire un peu plus tôt. Mais encore une fois, on est dans une culture où la confiance en soi, c'est pas quelque chose justement qu'on cultive, qu'on travaille pas forcément assez, on t'apprend pas. Et jamais jeune, jamais jeune. Enfin, moi j'ai fait du sport de haut niveau jeune, je te le disais tout à l'heure, et ce qui a fait que, et j'en suis persuadé, j'ai pas réussi, c'est que j'ai à ce moment-là jamais eu quelqu'un qui m'a dit mais attends, t'as raison, il faut que tu crois en toi. Ce que tu fais, c'est bien, ça peut être encore mieux si à partir du moment où tu te donnes les moyens d'y arriver, et les moyens, ça passe par croire en toi d'abord. Il n'y a pas de raison que tu fasses pas sauter les différents verrous qui sont face à toi, les barrières que tu peux te mettre ou qu'on peut te mettre. Et donc voilà,
la confiance en soi, c'est quelque chose qui doit vraiment, en toi, pardon, c'est quelque chose qui doit vraiment finalement être le fil conducteur de tout ton projet, parce que dans tous les parcours de vie, il y a toujours des moments où ça se passe pas bien, et on a tous tendance à douter. Le doute, c'est normal, ça en fait partie. Les grands champions avec qui je travaille, ils ont tous des doutes, et justement, avoir des doutes, c'est bien parce que c'est ce qui te fait rebondir. Par contre, ils n'ont jamais oublié que, en plus d'avoir des doutes, ils ont toujours eu confiance en eux. Voilà, ils ont toujours cru en eux. Ils ont été peut-être aussi bien accompagnés et ils se sont laissés guider, ils ont fait confiance à des gens. Oui, et je pense que c'est un état d'esprit aussi. Je pense que c'est un état d'esprit que tu t'imposes. Ça, pour le coup, je pense que cet état d'esprit, il n'est pas inné, ça se travaille. C'est une question d'avoir envie, de se motiver. Mais voilà, se croire en soi, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas toujours évident. Il y a des moments dans votre vie où vous êtes confronté à des événements qui vous font pas forcément du bien au moral et qui baissent un peu votre confiance en vous. Bon, voilà, il y a la force peut-être des gens qui ont réussi, c'est de faire que ces moments-là ils durent le moins longtemps possible, et de rebondir très très vite, justement sur les bons moments, sur la positive attitude et sur ce qui est porteur pour l'esprit. Voilà, donc oui, pour revenir à ta question initiale, oui, le fait que ce soit ancré depuis très longtemps, ça t'aide à atteindre ton objectif, parce que c'est quelque chose finalement que tu désires énormément. Après, voilà, il y a les compétences évidemment, il y a le travail, et puis il y a la confiance, c'est extrêmement important. Et donc, le point de départ de ton projet, de la création de For Success, à quel moment tu t'es dit allez, j'y vais, je me fais confiance, je m'écoute et on part? Alors, non, le vrai point de départ, il y a 24 ans. D'accord. Je regarde un film à la télévision, un film d'auteur, puisque ça s'appelle Jerry Maguire avec Tom Cruise. Un vrai film d'auteur, je vous le conseille. Et je vois finalement un sujet traité de la manière qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire un métier qui m'intéresse, mais avec une philosophie surtout, et c'est ça le plus important, qui encore aujourd'hui d'ailleurs n'est pas forcément la philosophie avec laquelle les gens qui évoluent dans ce milieu évoluent justement, enfin en tout cas traitent leur métier. Et ce film-là, pour moi, est un vrai révélateur. C'est-à-dire que un an après avoir tiré un trait sur le fait que je pourrais faire une carrière dans le sport de haut niveau, je vois ce film et je me dis, putain, c'est ça que je vais faire. T'avais quel âge ? 16 ans. C'est ça que je vais faire. Et je me dis, par contre, voilà, les différentes étapes, ça va être ça. Mais je dirais le point numéro 1, c'est ça. C'est que j'ai jamais perdu de vue. Et d'ailleurs, c'est un film que je regarde encore souvent. Okay. Je me le mate tous les 2-3 ans, justement, quand j'ai des moments de doute. Je me le regarde et ça me fait du bien. Alors encore une fois, c'est un film assez léger, mais en tout cas, il me fait du bien. Et après, j'ai envie de dire le moment où on a mis tout ça en branle. Quand je dis on, c'est que je ne l'ai pas fait tout seul, parce que le travail d'équipe aussi, ça aide beaucoup. C'est-à-dire que je fais partie certainement de ces personnes qui sont assez moteurs dans la vie. Néanmoins, j'ai besoin d'être entouré, parce que peut-être que ça me rend plus confiant, peut-être que ça m'aide aussi de pouvoir le faire aussi un peu pour les autres. Mais donc le moment où on a mis tout ça en œuvre, c'était un moment de vie professionnelle où je savais que j'étais arrivé à la croisée d'un chemin, à la croisée de deux chemins plutôt, que les planètes étaient plutôt toutes alignées, à la fois professionnellement et personnellement parlant. C'est là où tu as senti que c'était le bon moment. C'était le moment, c'était le moment. C'est-à-dire que je pense que les compétences, ça y est, j'avais réussi à les acquérir, en tout cas toutes celles qui me permettraient éventuellement de réussir mon projet. Et puis le réseau était là. Je pense que j'avais toujours fait en sorte de bien entretenir ce réseau, parce que c'est devenu également une compétence dans le métier. C'était une habitude pour toi. Oui, et puis c'est surtout, alors, au-delà de l'habitude, c'est quelque chose d'inné, parce que moi j'ai toujours aimé les gens. J'ai toujours voulu faire un métier où j'étais en relation avec plein de gens, des gens différents, de différents horizons, qui pourraient m'apporter plein de choses, me nourrir de leur parcours, de leurs expériences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, et que tu es 20, 30, 40, 60, tu apprends tous les jours. Et en fait, tu apprends en rencontrant des gens. Et c'est ce qui m'intéressait dans mon métier, c'est que finalement, c'est le prolongement de ma vie. C'est que j'ai toujours été intéressé par le fait de rencontrer des gens. Je m'intéresse beaucoup à ce que peuvent faire les différentes personnes avec qui je peux parler. Et c'est ce qui a fait que finalement, c'était à la fois
quelque chose de travailler et en même temps plutôt d'inné, parce que ce réseau, je l'ai toujours entretenu de façon naturelle, sans pour autant attendre quelque chose derrière. Mais en tout cas, t'as vraiment donné. J'avais puis donné, reçu. Voilà, c'est encore une fois un échange humain. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je travaille pour des gens, puisque mon métier, c'est de rendre des services finalement et de former des gens. C'est parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir déjà ce que je peux leur apporter, et puis comment, avec ce que je leur apporte, ils arrivent à évoluer, ils arrivent à développer certaines compétences. Moi, c'est un vrai plaisir de voir chez eux, les sportifs avec lesquels je travaille aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de voir que quand on est arrivé au début, l'exercice médiatique, ils ne le maîtrisaient pas. Aujourd'hui, ils sont à l'aise avec et ils l'apprécient. C'est génial. C'est pas un aboutissement, mais presque. Parce que j'ai l'impression de servir à quelque chose. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est génial. Et donc, le moment où j'ai senti ça, c'est le fait de lancer de façon opérationnelle ce projet. C'est le moment où tu identifies assez facilement une espèce de bascule dans ta vie professionnelle et personnelle, où tu dis ça y est, toutes les planètes sont alignées, c'est maintenant. Alors après, la dernière barrière à lever, au-delà de la confiance des gens, au-delà de la confiance des gens dans la réussite de ton projet, il y a aussi des moments où il faut que tu sois égoïste quand tu lances un projet, c'est qu'il faut que tu t'écoutes toi et ta conviction. C'est-à-dire que, encore une fois, je parlais de la culture française. Moi, j'ai interrogé, je dirais, une vingtaine de personnes. Qui étaient dans l'univers, à la fois des proches qui n'étaient pas du tout dans le milieu, et à la fois des gens qui étaient dans l'environnement, dans le secteur d'activité dans lequel j'ai développé mon projet. Sur les 20, il y en a une qui m'a dit de me lancer. Il y en a 19 qui m'ont dit de ne pas le faire. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle te disait ? Tu vas te planter, c'est compliqué, assure ta sécurité financière. Putain, c'est dangereux, comment tu vas gagner ta vie ? Tu as des enfants. Effectivement, j'avais un enfant à l'époque. Non, pardon, j'en avais déjà 2, autant pour moi. J'avais une deuxième qui venait d'arriver. Mais en tout cas, oui, on m'a dit, tu as une maison, une femme, des enfants. Attention, c'est compliqué, tu as une très bonne situation aujourd'hui. Prends pas le risque de... et en même temps, j'avais tellement, justement, ce projet ancré en moi, j'avais tellement foi en moi, j'avais développé ma confiance en moi, qui aujourd'hui est encore plus présente parce que, justement, l'entrepreneuriat, ça t'aide déjà, entre parenthèses, à t'ouvrir, à être créatif, parce que tu es obligé de l'être, en fait, si tu veux survivre, professionnellement parlant, et puis surtout à développer ta confiance en toi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, si j'avais écouté les gens, la majorité des gens, j'y serais jamais allé, mais jamais. Une personne qui m'a dit de me lancer, cette personne-là, je continue de discuter avec elle régulièrement sur mes projets professionnels, parce que c'est justement le fameux mentor dont j'avais besoin. Et en fait, finalement, c'est peut-être la personne dont j'avais besoin d'entendre le vas-y. J'avais peut-être juste besoin d'entendre un vas-y. J'aurais pu entendre 99 de no-go, j'y serais quand même allé. Parce qu'en fait, j'avais foi en ça, je savais que j'allais réussir. Peut-être que je n'aurais pas réussi, mais j'étais tellement sûr de moi à ce moment-là que j'avais juste besoin que quelqu'un me dise « mais t'as raison, vas-y ». Et je l'ai eu, donc voilà. Et à ce moment-là, c'est juste retrousser ses manches, mettre sur la table l'ensemble des éléments qui font que tu as de bonnes raisons de croire en ton projet, donc tes compétences, ton réseau en ce qui me concerne, ma confiance, et puis surtout le travail, parce qu'à un moment donné, pour que son rêve justement devienne réalité, il n'y a pas de secret, il faut se remonter les manches, il faut bosser, quoi. Et du coup, armé de confiance en soi, de motivation, avoir cette volonté justement intacte et forte de toucher du doigt et de tutoyer son rêve. Comment est-ce qu'on s'y prend pour aller voir des athlètes de haut niveau et leur dire moi voilà ce que j'ai envie de t'apporter et voilà comment je vois notre collaboration et voilà un peu mes plans peut-être pour toi. Dans mon cas particulier, c'était assez facile parce que j'évoluais déjà dans cet environnement avec les athlètes de haut niveau, c'est-à-dire que ça faisait 5-6 ans que je travaillais dans cet univers, donc j'avais déjà, j'en parlais tout à l'heure, un réseau plutôt développé. Ça a été facile finalement d'en parler avec ces gens-là, et d'ailleurs aujourd'hui les premiers clients, j'aime pas utiliser ce terme-là parce que on a une relation professionnelle, mais c'est avant tout des gens avec qui je m'entends extrêmement bien et avec lesquels on a une confiance réciproque.
Mais les premières personnes avec lesquelles on a collaboré sont des gens que je connaissais déjà, évidemment, qui m'ont accordé leur confiance parce que, d'autre part, je l'avais déjà auparavant. Donc, en fait, l'enjeu, il n'est pas tant dans le fait à ce moment-là, dans le fait de séduire de nouveaux clients, mais dans le fait de conforter ceux qui te font confiance, dans le fait qu'ils ont bien fait de le faire. Et après, ce seront tes propres ambassadeurs. C'est comme ça que j'ai toujours vu mon métier. J'ai jamais été un vendeur de rêve. Ouais. Voilà, je suis pas un très très bon commercial. Par contre, je pense que je suis habité par ce que je vends, parce que je le vends pas, je le vis. Et mes clients, encore une fois, j'utilise ce terme, mes clients, je pense qu'ils sont convaincus de ça quand j'en parle avec eux, parce que je suis un vrai passionné, parce que j'aime mon métier et parce que ce que j'ai envie de leur apporter, c'est sincère. Et donc, effectivement, ces premiers-là, entre parenthèses, ont pris le risque de me donner leur confiance. Visiblement, ils ne l'ont pas regretté puisqu'on continue de travailler avec eux, ce qui est génial. Et puis, ça nous a permis de développer notre portefeuille puisque ça a fait, encore une fois, ce qu'on va dire, on va appeler ça des best practices, pardon pour le terme un peu barbare marketing, mais ça a fait de beaux best practices à aller vendre à d'autres clients potentiels, en tout cas. Les gens te remarquent et puis. À leur montrer exactement. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas évident parce que les démarrages sont toujours un peu difficiles. On a des moments durs, il y a des moments où il se passe moins de choses parce que c'est le début, il y a des moments où on a le sentiment qu'on va se planter parce que justement l'activité est assez faible. Voilà. Il y a des jours où en fait on fait je pense que beaucoup de chefs d'entreprise ou beaucoup de gens qui lancent des projets quels qu'ils soient, pas forcément professionnels d'ailleurs, il y a une espèce de vécu qui fait qu'on fait de l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que moi j'ai eu l'impression pendant plusieurs mois de faire le yo-yo entre un état d'esprit, un état de grâce, émotionnel, un état émotionnel très très positif, effectivement, limite de grâce, et puis un état extrêmement négatif, très très pessimiste. Et en fait c'est contre ça qu'il faut lutter, j'en parlais tout à l'heure. C'est ce moment-là où on se met à douter. Il faut que ce moment il dure le moins longtemps possible. Il est important, mais il faut s'en servir de ce doute-là. Il faut se dire que c'est normal, qu'on est dans un contexte comme ci, comme ça, en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. Moi, j'ai lancé ma structure dans un moment où il y avait une petite crise économique quand même, et que le marketing et la com déjà n'étaient pas forcément des budgets qui grossissaient, à l'inverse d'ailleurs. Et puis alors le marketing et la com dans le sport, à ce moment-là, qui était un moment où on sortait d'un épisode dans le football, qui était la Coupe du Monde en Afrique du Sud, où la France avait été lamentable. Voilà. La perte de partenaires, la mise en place de clauses financières. Voilà. Et moi, je lance mon métier à ce moment-là. Alors globalement, en fait, c'est aussi une façon de voir les choses. C'est-à-dire que je lance mon agence. Voilà, c'est un risque parce que c'est un milieu qui est un petit peu délaissé d'un point de vue économique, et puis d'un point de vue médiatique, c'est plutôt traité de façon péjorative. Et en même temps, c'est justement une vraie opportunité parce que c'est le moment d'apporter des compétences, si tu en as, et de dire voilà, moi j'ai quelque chose à amener qui va faire que je vais aider les gens qui ont subi ce traumatisme à inverser la tendance. Donc finalement, il y a toujours deux façons de voir les choses. Et moi, j'ai choisi de toujours voir les choses de la manière la plus positive possible. Et justement, quand tu commences ton job, dans les premières semaines, les premiers mois de l'activité, est-ce que cette nouvelle fonction, est-ce que ce nouveau métier te plaît tout de suite ? Est-ce que tu en tombes amoureux ? Ou non, t'en parlais tout à l'heure, des moments de doute qui apparaissent et qui te disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait de lâcher mon assise financière ou mon ancien job, ma sécurité et peut-être le confort que je peux apporter à ma femme, à ma famille, à mes proches ?» En fait, tu doutes forcément quand tu vois que économiquement parlant, sur la durée, ça peut être compliqué. Tu te poses beaucoup de questions. En effet, quand tu prends le risque de lancer une structure et que tu es tout seul, globalement, tu sais que déjà ton niveau de vie est plus bas. Donc, tu trouveras peut-être des solutions pour faire un peu les deux de façon équilibrée, en part-time, trouver un job d'appoint, ce genre de choses. Et effectivement, quand tu as une famille avec des enfants et une femme, c'est plus compliqué. C'est aussi plus compliqué pour la vie de famille parce que en fait, le seul effet négatif que j'ai vécu à ce moment-là, c'est la gestion du stress. Parce que j'ai jamais été hyper stressé dans ma vie. J'ai passé un an où je me réveillais la nuit.
Pense au lendemain. Ouais, à me poser des questions sur comment je vais faire pour gagner de l'argent, parce que mon projet il était chouette, la philosophie était super. Pour autant, économiquement, ça marchait moyennement. Donc, ça marchait pas encore suffisamment pour pouvoir envisager d'en faire un job pérenne. Ce qui est pas évident à vivre quand ça fait 6 mois que tu es dedans. Voilà, t'as tout lâché pour ça. Exactement. Et donc, après, moi, à titre personnel, encore une fois, j'ai toujours tellement cru en ça que je me suis, même à ces moments-là, je me suis toujours refusé de baisser les bras. Et en plus, voilà, il y a une chose, c'est que moi, j'ai une haine de l'échec incroyable. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai fait du sport de haut niveau? Je sais pas. Mais le mot échec, pour moi, c'est pas envisageable. Par contre, je peux comprendre on peut réussir, on peut pas réussir à un vrai. Voilà, exactement. On peut échouer temporairement sur la durée, tu peux pas échouer pour moi. C'est-à-dire que tu peux te tromper, mais il suffit juste de recalibrer un petit peu, de te rediriger, et tu vas réussir. Alors, encore une fois, c'est très utopiste comme parole, mais en tout cas, ça a été ma philosophie à ce moment-là, c'est de me dire, bon, écoute, pour l'instant, tu fais peut-être pas comme il faut, remets-toi en question, essaie de voir comment on peut repositionner éventuellement l'offre, etc., etc. Mais en tout cas, le fond de ma pensée était qu'on allait y arriver. Et c'est pour ça que j'ai jamais voulu lâcher et que la confiance, elle a toujours été là. La motivation, elle a toujours été là. Le travail a toujours été là. Et à partir du moment où tu as ces ingrédients-là, il faut une part de réussite, c'est une certitude, mais je crois que la réussite, tu la provoques. Je crois que tu la provoques avec tous ces ingrédients-là, avec le fait que, justement, tu y crois plus que les autres, parce que il faut y croire plus que les autres. À titre d'exemple, à ce moment-là, je me suis posé la question de rechercher du travail, parce que je trouvais ça un peu lent. En tout cas, le développement, je le trouvais lent. Je suis allé voir un chasseur de tête qui aujourd'hui est devenu un vrai ami. D'accord. Et que je connaissais pas, hein, et qui, à ce moment-là, m'a dit... donc, je lui ai expliqué ma situation. Je lui ai dit que je culpabilisais vis-à-vis de ma famille, surtout de ne pas chercher de travail. C'était une sorte de psy? Ouais, finalement, c'était plus une séance de psy qu'une séance de recherche de headhunting, quoi, tu vois. Donc, et j'ai eu en face de moi un mec que j'ai vraiment trouvé génial parce que de bons conseils, et qui m'a dit écoute, donne-toi encore un an. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour un recruteur ou un employeur dans un an, ce sera pas sans influence, parce que tu vas montrer aussi certaines qualités à vouloir développer ton projet. Donc c'est quelque chose que tu pourras revendre en termes d'expérience auprès d'un employeur. Mais il m'a dit par contre, ne cherche pas de boulot en même temps, parce que finalement ce que tu fais, c'est déjà tu dois être impliqué à 120%. Il m'a dit c'est 120-130% de ton temps, c'est tu manges, tu dors, c'est ton projet à toi. Exactement. Donc, donne-toi les moyens de réussir, et voilà, ne perds pas de temps à aller essayer de trouver un job parce que tu culpabilises. Non, au contraire, vas-y à fond, donne-toi une limite. Effectivement, une limite réaliste par rapport à ton environnement personnel, mais par contre vas-y à fond et n'aie pas de regrets, quoi. Voilà, ne gâche pas le temps que tu as, et mets-le à profit pour développer ta structure. Donc, ce moment-là m'a fait du bien aussi, et tu vois, ça a duré 1 heure. C'est 1 heure qui m'a fait un bien fou, et je suis ressorti de son cabinet complètement boosté, remotivé à fond, en me disant que en fait, ouais, il a raison, c'est pas... ça va forcément réussir, voilà, à force de travail, de motivation, et continue de croire en toi, en ton projet. Tout ce que tu as pu mettre en amont dans la constitution de ce projet, toute l'étude que tu as pu faire sur la réalité de l'existence de ce projet, voilà, conforte-toi là-dessus, il y a de la place pour que ce projet fonctionne. Voilà, donne-toi à fond. Et ça m'a fait beaucoup de bien, et bizarrement, en fait, il y a des cycles souvent dans des projets. Il y a des périodes où on est extrêmement bien, il y a des périodes où c'est un peu plus dur, et je me répète, mais la période où c'est plus compliqué, où on a plus de doutes, il faut qu'elle soit la plus courte possible. Tu parlais tout à l'heure d'une haine de l'échec. Comment tu matérialisais l'échec? C'est quoi l'échec pour toi? L'échec, c'est de ne pas réussir à atteindre un objectif, quel qu'il soit. Voilà, ça peut être dans ta journée, ça peut être
d'être à l'heure à un rendez-vous jusqu'à effectivement un objectif ultime professionnel très important pour la survie de ton entreprise. Après, effectivement, les différents degrés d'échec font que ça a plus ou moins un impact. Mais évidemment, ça paraît bateau de te dire ça, j'aime réussir dans ce que j'entreprends. Bah oui, je conçois pas d'échouer et j'ai échoué plein de fois. Et justement, ces échecs-là, pour moi, c'est une forme de construction pour finalement la victoire finale, ta victoire finale à toi. Moi, je sais où je me vois dans 20 ans. Et finalement, tous les petits échecs qui jalonnent mon parcours sont des briques supplémentaires à la réussite de ma victoire finale. Tu vois, et c'est en ça que je déteste l'échec. Ma haine de l'échec, elle naît de mon passé sportif. C'est que quand j'étais sur un terrain de tennis, c'était pas envisageable pour moi de perdre. Pourtant, j'ai perdu beaucoup de matchs. J'en ai perdu bien plus que j'en ai gagné. Mais j'ai analysé après coup avec la maturité qu'il y aurait plein de moyens d'éviter la défaite, justement en ayant une compréhension de ces petits échecs cumulés qui font que ça t'apporte l'expérience pour éviter de reproduire justement l'événement. Mais ouais, cette haine de l'échec, elle me fait me battre encore plus fort pour réussir. Elle me fait analyser mes défauts, mes qualités, et effectivement me dire bon ok, cette fois-ci j'ai perdu, mais la fois d'après je perdrai pas parce que cet échec-là il est constructif. Donc on perd tous, même si on n'aime pas l'échec, on perd tous. Je veux dire, même les plus grands champions ou même les plus grands chefs d'entreprise, ils ont échoué. Steve Jobs, avant de réussir à faire d'Apple ce qu'il a fait, il a eu beaucoup d'échecs. Ouais. Ça me fait virer de son entreprise. Exactement. Et donc voilà, finalement, avoir la haine de l'échec, c'est peut-être aussi accepter d'avoir des périodes où tu rates. Mais surtout, je pense que la plus grande forme d'intelligence, c'est d'être capable de s'en servir comme d'une victoire pour rebondir et réussir. Voilà, ce qui est jamais évident, et moins tu as d'expérience, moins tu le comprends ça. Après, plus tu grandis dans la vie, plus ton expérience professionnelle et puis ton expérience de vie augmente, plus tu te rends compte que ces petits échecs cumulés font que ça peut t'amener vers ton objectif final si tu t'en sers. Voilà, mais il faut s'en servir. Et parfois, il faut accepter de se planter. On peut dire aujourd'hui, je pense qu'une entreprise est représentée, vit par et au travers de son fondateur ou cofondateur. Aujourd'hui, toi, tu travailles avec des athlètes tels que Mathieu Bastaro, Wesley Fofana, Morgan Parra, Blaise Matuidi, tu as collaboré avec Antoine Griezmann. Tu leur parlais de cette vision de la vie que tu avais, qui t'habitait, et de ta philosophie. Et est-ce que tu penses, et si oui, est-ce que tu penses que c'est aussi ce qui a pu les séduire pour collaborer avec toi et pour mettre en place des réalisations? Est-ce qu'en gros, ils sont tombés amoureux, ou est-ce qu'ils ont apprécié l'homme pour ensuite s'ouvrir et se dire ok, pourquoi pas travailler ensemble, puisque potentiellement ils peuvent penser pareil? Alors pas tous, parce que ça dépend aussi de ton niveau de relation avec eux, aussi au moment où tu peux avoir à parler de ça éventuellement, mais pas tous. Avec certains effectivement, et tu t'aperçois qu'on partage pas mal de valeurs communes, et moi c'est ce qui me plaît dans le sport, c'est que le sport de haut niveau peut t'amener beaucoup de valeurs qui t'aident dans la vie. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que tu as souvent beaucoup de sportifs de haut niveau qui, s'ils l'ont bien préparé, réussissent leur reconversion. Parce que justement, il y a cette notion de valeur qui est très prégnante chez eux. Et ils ont cette capacité peut-être à mobiliser leurs forces pour réussir dans l'atteinte de leur projet. Donc, pas à tous, mais c'est vrai que souvent quand on en parle, on va dire j'ai quelques clients, là client c'est plutôt le terme amical, j'ai quelques clients pour ce type de sujet, et c'est vrai qu'on partage souvent les mêmes opinions sur la façon de voir les choses, sur cette façon de voir les choses. Et puis après, c'est vrai que si on va un peu plus loin, c'est pas non plus mon rôle vis-à-vis d'eux de parler de ça.
puisqu'ils ils sont en général bien staffés, bien entourés, et ils ont aussi des personnes avec qui ils parlent de tout ça, de cette capacité aussi à accepter l'échec, à se remobiliser. Voilà, la notion de résilience, c'est un sujet qui est vachement important aujourd'hui à notre époque, et évidemment c'est un des thèmes dans le sport de haut niveau qui revient souvent, mais résilience pour derrière effectivement rebondir et te servir tout ça comme d'une force finalement et pas d'une faiblesse. Mais oui, on en parle, c'est intéressant, c'est un sujet toujours intéressant. 6 ans après le développement de ton entreprise, comment est-ce que tu fais pour réussir à gérer son développement et qu'est-ce qui te demande le plus de temps aujourd'hui ? Je vais reprendre ta question parce que j'étais en train de... Je pense que je vais répondre différemment de ce que je voulais répondre au départ. Repose-moi ta question. 6 ans après la création de ton entreprise, ouais. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à gérer son développement et dans ton quotidien, qu'est-ce qui te demande le plus de temps ? Alors, ce qui me demande le plus de temps dans mon quotidien, c'est le management d'équipe. Et c'est à la fois très intéressant et en même temps un peu frustrant parce que je fais plus tout à fait ce que j'aime vraiment faire. D'accord. Donc il faut aussi accepter que je dirais la structure évolue finalement presque mieux que ce que je pouvais l'imaginer. Donc aujourd'hui l'évolution de Force Success elle va au-delà de mes espérances et donc forcément je suis comblé par cette réussite, c'est super. Et en même temps, j'ai un nouveau rôle qui est hyper sympa parce que j'ai un rôle finalement de formateur. Et j'ai aussi envie de transmettre une philosophie. Et c'est ce qui fait que je m'y impose de passer du temps. Mais c'est vrai que c'est plus tout à fait ce pourquoi... Ton métier premier. Voilà, ce pourquoi j'avais monté la structure. Néanmoins, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et parce que je suis content finalement d'essayer de voir que j'arrive à véhiculer une certaine philosophie auprès de gens qui ne sont pas incarnés forcément par le projet. Ça reste qu'une étape pour eux. Ouais. Là aussi où je suis heureux, c'est que j'ai des gens qui suivent le projet depuis le début et qui petit à petit intègrent le projet avec le développement de la boîte. Et ça c'est plaisant parce que créer de l'emploi pour un chef d'entreprise, c'est hyper valorisant. C'est une fierté, c'est une vraie fierté, sincèrement. Alors c'est une petite entreprise, néanmoins je suis heureux aujourd'hui de pouvoir me dire que j'ai créé 4 emplois et que on arrive à nous 5 finalement à vivre de notre passion, puisque c'est une passion avant tout, avec la philosophie et qui pour moi c'est vraiment le vecteur de développement de Force Success, c'est de conserver cette philosophie-là. D'accord. Mais voilà, ce qui me prend le plus de temps, c'est ça, c'est le management, parce que j'y attache beaucoup d'importance. Et puis, encore une fois, c'est plaisant de voir des gens évoluer que tu as formés, de les entendre parfois dire ce que tu leur as dit, c'est qu'ils ont retenu, c'est qu'ils ont apprécié aussi. Donc c'est hyper plaisant. Moi aussi, c'est ce qu'on m'a inculqué, enseigné. J'ai croisé plein de bons managers, plein de mauvais, mais aussi vraiment des bons qui m'ont marqué. Et je trouve ça... En fait, finalement, aujourd'hui, la façon dont j'identifie mon job, c'est que certes, je dois continuer de développer ma structure, mais finalement, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tant de développer ma structure, c'est de continuer de m'épanouir dans ce que je fais. Okay. Moi, à titre personnel, ouais. Le jour où je m'épanouis plus, je changerai de projet. Mais ce qui est important, c'est de se lever avec la banane tous les matins. Moi, quand mon réveil sonne, je suis heureux, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait une bonne nuit, je suis content. Et je suis content d'y aller, quoi. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de régler j'ai envie de régler mes problématiques, j'ai envie de faire avancer mes opportunités. Voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie de retrouver mes collègues avec qui je bosse tous les jours parce que je sais qu'on va se parler de plein de choses qui nous font du bien, qui créent de l'émulation. Voilà, après, je pense que le plus important, c'est ça. Et donc, ce qui me prend du temps, c'est le management. Ce qui me prend aussi du temps, c'est me projeter vers où j'ai envie d'aller. On a plein de projets et je crois que finalement dans la vie d'un homme, ce qui fait avancer cette vie-là, c'est la notion de projet, que ce soit des projets perso ou professionnels. Quelqu'un qui n'a pas de projet n'avance pas et ne peut pas être épanoui. En tout cas, c'est ma vision à moi. Et donc le fait, pas tant de se donner des projets pour meubler, mais d'avoir des vrais projets dans lesquels tu crois,
Ça te fait avancer, ça te donne envie d'avancer, ça te donne foi aussi en ce que tu fais. Voilà. Et donc nous aujourd'hui on a la chance d'avoir à la fois un métier qui est un métier attractif que plein de gens ont envie de faire, et en même temps un métier où on amène des choses à nos clients, aux gens avec lesquels on travaille, où on amène une vraie plus-value et quelque chose d'utile pour eux. Et ça c'est vraiment et utile humainement. Et ça c'est vraiment vraiment important. Et c'est vrai que la problématique de Fort Success aujourd'hui, c'est qu'on veut vraiment que l'humain soit au cœur de tout. C'est ce qui fait que, selon toi, ces athlètes, alors t'aimes pas le terme client, mais en tout cas, tes ambassadeurs, comme tu les as appelés tout à l'heure, restent et vous font confiance. J'en suis convaincu. Nous, on a la volonté de ne pas développer énormément notre portefeuille parce qu'on a envie de garder de la proximité. Et je suis convaincu que l'une des clés de notre réussite, c'est ça, c'est cette proximité, dans les bons comme dans les mauvais moments, parce que tu peux me croire, les sportifs de haut niveau, comme tout le monde, ils ont des mauvais moments. Et bien souvent, ces mauvais moments-là prennent beaucoup d'ampleur versus les bons moments. Après, ils ont cette capacité à réduire la durée du mauvais moment. Par contre, ça a un vrai impact émotionnel. Il y a un impact sur les performances sportives aussi. Il y a toujours un impact. Les mauvais moments sont souvent liés aussi au manque de performance ou à des blessures, par exemple, ce genre de choses. Mais il y a évidemment donc un impact sur ta performance, ton actualité, etc. Et donc la notion d'humain, elle est extrêmement importante. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on réussit et qu'on a réussi aussi à convaincre. Tu les as cités tout à l'heure, des sportifs de renom de travailler avec nous. J'ai envie de croire qu'on est compétent, évidemment. Je me bats tous les jours pour qu'on le soit et qu'on soit efficace. Mais je pense aussi qu'il y a cette dimension humaine, la notion de confiance, qui les a convaincus d'avoir envie de travailler plus avec nous qu'avec d'autres. Et en tout cas de faire un bout de chemin ensemble. Notre objectif étant, nous, de pouvoir les accompagner jusqu'à la reconversion. C'est mon but ultime avec chacun de mes clients, c'est une reconversion réussie. Voilà. D'accord. En préparant l'interview, justement, quand je regardais un peu le portefeuille de tes ambassadeurs, j'ai vu qu'Antoine Griezmann, je sais que tu as été moteur dans l'association, un partenariat entre Sport 2000 et cet athlète, a décidé de revoir sa stratégie et peut-être de travailler uniquement en famille. Notamment, je crois que de mémoire, c'est sa sœur qui gère ses intérêts en lien avec l'image, notamment. Toi, comment tu fais pour gérer le départ d'un athlète, d'une personnalité ? Est-ce que ça porte un coup ? Est-ce qu'on devient un peu moins bankable ? On arrive à comprendre et à entendre ce type de décision ? Il y a deux aspects. Avant de répondre à la dernière question, il y a deux aspects. Il y a l'aspect économique, où nous on a toujours fait en sorte de ne jamais être dépendant d'un de nos clients. Donc on a un modèle économique qui fait que même si on a des revenus qui ne rentrent plus parce qu'on ne collabore plus avec un sportif, ça ne met pas en péril l'entreprise. Et ça c'était très important dès le départ. Donc de ce point de vue là, ça n'a aucun impact, aucun effet. Par contre, il y a un aspect humain, j'en parlais tout à l'heure. Ça a un vrai impact. Moi, je m'investis beaucoup dans mes relations avec mes clients, mes ambassadeurs, appelons-les comme ça plutôt. Et évidemment, à chaque fois que j'arrête de collaborer, ça m'est arrivé avec quelqu'un avant Antoine, ça m'est arrivé avec quelqu'un comme Clément Grenier, qui est quelqu'un que je connaissais depuis l'adolescence. Avec qui je suis toujours en contact et que j'entretiens de très bons rapports parce qu'on s'aime beaucoup humainement. On s'aime beaucoup humainement. C'est toujours une vraie déception parce que je mets trop d'affect dans mon travail. Ça, c'est mon défaut. Dans une qualité, il y a toujours un défaut et inversement. Donc humainement, c'est plus dur à encaisser ou en tout cas à gérer. Il m'a fallu faire un peu le deuil de ça pendant quelques semaines pour Antoine. Avec Clément, ça avait même été plus long parce que c'était ma première déception professionnelle, mon premier échec professionnel finalement dans cette structure. Donc c'est pas évident. Après, pareil. Moi, j'ai une philosophie de vie très itérative, c'est-à-dire que j'apprends au fil du temps et finalement, l'être humain est plutôt bien fait. C'est que s'il se prépare à toute forme de scénario, il survivra, quoi. Donc, encore une fois, je l'ai très bien, comment dirais-je, j'ai passé le cap et
aujourd'hui, ça va très bien. Le fait que on ne collabore plus ensemble, pour moi, pour répondre à ta dernière question, je le comprends évidemment. Ça a été un souhait de sa part de se recentrer un petit peu sur sa famille. C'est quelqu'un qui est effectivement qui a un sérail familial très fort. Et je l'ai compris effectivement au fil du temps, et sa famille a toujours été très présente, et c'est très bien parce que c'est là qu'il allait chercher le soutien et qu'il continue d'aller chercher le soutien. Après, c'est vrai que la seule question en fait dans ce cas particulier, quand tu veux travailler avec ta famille, et je dis bien travailler, il faut t'assurer quelles sont les compétences pour pouvoir le faire. Donc il a décidé de le faire. Je pense qu'il s'est effectivement assuré. Ce qui est bien, c'est que sa sœur se forme au métier, puisqu'elle gérait au départ sa relation avec les médias, et puis maintenant effectivement elle a récupéré l'ensemble de la gestion à la fois de son image et de sa carrière depuis qu'on a arrêté de collaborer. Mais on ne devient pas comme ça conseiller en gestion d'image, on ne fait pas du marketing comme ça. Voilà, donc effectivement, ce qui est bien, c'est que j'ai appris qu'elle se formait, c'est une bonne chose. Après, évidemment, il faut être prêt à tout entendre, il faut accepter tout. De toute façon, ça ne te fait pas avancer de ressasser d'éventuels échecs. Tu vois, justement, je te parlais de résilience tout à l'heure. Là, clairement, c'est effectivement de te dire, ok, qu'est-ce qui aurait pu faire qu'il aurait eu envie de continuer à collaborer avec nous. Voilà, c'est cette question-là que tu te remets en question pour rebondir et absolument. être plus fort derrière. Absolument. Après, il faut que ce soit plus constructif qu'autre chose. Maintenant, on sait que des échecs, on en vivra encore. Des déceptions aussi, et là je parle d'humain, du coup, on en vivra encore. Maintenant, il faut accepter, il faut s'y préparer, et du coup, encore une fois, cette période sera de plus en plus courte à partir du moment où tu es de plus en plus préparé. Ok. Alors, on parlait tout à l'heure justement de l'affaire Nice Nap durant la Coupe du Monde de football. Bon, aujourd'hui, toi, il n'y a pas d'athlète, t'as aucun ambassadeur qui est concerné par le bad buzz. Tu vois, je pense typiquement à l'affaire Serge Aurier au Paris Saint-Germain, l'affaire Patrice Evra qui s'en prend physiquement à un supporter lorsqu'il portait les couleurs de l'Olympique de Marseille, Samir Nasri qui a été récemment suspendu 1 an pour cause de dopage. Comment on fait pour défendre ces athlètes ? Est-ce qu'ils sont défendables dans ce type de cas de figure ? Ces joueurs, joueuses, est-ce qu'on arrive à les soutenir ? Est-ce qu'on se doit de les soutenir ? Et comment on fait pour que l'orage passe ? Alors, on doit toujours les soutenir, parce que derrière un personnage public, il y a un être humain, voilà, et que ils sont pas plus méchants qu'on peut l'être. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont, encore une fois, qui ont des convictions, des doutes, des moments de vie. Encore une fois, c'est jamais linéaire. On a des moments dans une vie où ça se passe pas toujours bien, et donc ça peut expliquer certains écarts. Donc il faut toujours les soutenir, il faut toujours les comprendre, mais en revanche, c'est pas toujours défendable. Il faut parfois accepter de dire que c'est une connerie et qu'il fallait pas faire cette connerie, que c'est évidemment pas bien. Et donc être capable aussi de leur faire des retours et de leur dire voilà, là t'as merdé pour telle raison, voilà ce qu'il faudrait éventuellement faire pour redorer ton image. Exactement, peut-être reconnecter avec ton public, tes fans, tes supporters, avec l'opinion publique. Voilà, il faut avoir cette capacité aussi de prise de recul, de sincérité, même si effectivement il faut toujours les soutenir. C'est-à-dire que, alors contrairement à ce que tu disais, on a des gens qui ont eu des périodes un peu compliquées. D'accord. Voilà. On les a toujours soutenus, on leur a toujours dit, en tout cas notre opinion, parce qu'avant de les conseiller, on est des consommateurs, on est le public. Donc on voit ce qui se passe, on ressent, au même titre que n'importe quel passionné de sport, par exemple. Voilà. Donc on a un avis qui est souvent le même, parce qu'il y a quand même, on va dire, un noyau fort de la population qui a le même avis sur tel ou tel sujet. Donc on a forcément un avis, et on entend ce qui se dit. Donc évidemment, on a aussi ce profil qui fait qu'on peut leur faire ce retour pour les aider à évoluer et finalement à passer outre ce qui s'est passé et surtout à se reconstruire. Voilà, l'idée c'est de soutenir, évidemment pas de juger, parce que moi c'est ce que je dis souvent, quand quelqu'un juge un journaliste par exemple je me souviens d'un journaliste qui m'a interrogé il y a quelques temps sur un de mes sportifs et sur un moment de vie où voilà, il a eu un comportement qui n'était pas forcément approprié.
J'ai répondu au journaliste, je lui ai dit mais mettez-vous à sa place. Est-ce que vous, dans votre vie personnelle et professionnelle, vous avez toujours été au top? Et est-ce que du coup vous avez toujours envoyé une image nickel? Soyez sincère. Bah non en fait. Sauf que vous n'êtes pas un personnage public et donc ça n'a aucun impact. Moins regardé, moins décrypté. À partir de là, du moment où tu demandes aux gens, et même le grand public, de se transposer, de se mettre à la place de la personne avec toute la pression que ça peut engendrer, etc. Et lui demander si effectivement lui il a jamais vécu un moment comme ça dans sa vie. S'il te dit non, c'est un menteur. Et donc globalement ils vont tous te dire oui. Et ils vont tous avoir tendance à finalement à prendre derrière sa défense, à dire finalement c'est pas con. Après, ils vont minimiser finalement. Exactement. Mais après, certes, il y a des choses qui sont pas excusables. Il n'y a pas de souci. Un mec qui se dope, c'est pas excusable. Surtout si évidemment il s'est dopé intentionnellement. Parce qu'après il y a effectivement toutes ces discussions autour des staffs médicaux, etc. Mais un mec qui se dope, c'est pas excusable. Ça c'est une certitude. Et pour le coup, t'as merdé, tu te fais taper sur les doigts, t'assumes, et c'est comme ça. Un mec qui sort en boîte de nuit avec ses potes la veille d'un match, c'est pas excusable. T'as merdé, tu fais ton mea culpa, voilà. Tu manges ton pain noir pendant quelques temps. Tu fais surtout silence radio. Et puis tu travailles. Tu fais en sorte que tes performances dans ton métier, en l'occurrence dans ton sport, elles soient les plus hautes possibles pour que les gens voient que tu as compris. Et que du coup, t'es un garçon intelligent, que tu as analysé la situation et que évidemment maintenant tu vas faire en sorte de rentrer dans le rang et de faire ce qu'il faut pour que finalement cette tendance elle s'inverse. Okay. Voilà. Donc il faut toujours les soutenir. La journée type de Sébastien Bellencontre aujourd'hui, c'est quoi? Alors, c'est ce que je préfère dans mon métier, c'est que j'ai pas de journée type. Je peux passer une journée au bureau à faire des mails, comme je peux passer une journée à aller faire des rendez-vous, comme une journée en déplacement, plusieurs jours, des shootings photos, des interviews pour à la fois mes sportifs ou moi-même, des entretiens avec des annonceurs pour de potentiels partenariats avec certains de nos athlètes, des réflexions stratégiques sur où va la boîte à 3, 4, 5 ans, des réflexions stratégiques sur justement le positionnement de nos clients. En fait, c'est tellement divers et varié que j'ai aucune routine, vraiment aucune. C'est-à-dire que j'en ai tellement pas que je suis incapable de te dire ce que je fais demain. C'est-à-dire que je note tous mes rendez-vous, sinon j'oublie tout. Mais je note absolument tout, vraiment tout. Mais je suis incapable de savoir où je suis demain, où je suis après-demain, parce que ça change tellement souvent. Et chaque soir, je fais la même chose. Tous les soirs, quand je rentre chez moi, que je sois dans l'avion, dans le train, dans ma voiture, j'ai la même routine, pour le coup, j'en ai une, c'est que je regarde mon agenda du lendemain et des 2-3 jours qui viennent pour me préparer quand même, mais je n'ai pas de routine. Et finalement, j'ai pas de journée type. Et c'est ce qui me plaît aussi, c'est que moi, je suis quelqu'un qui s'ennuie assez facilement. Et le fait d'avoir la chance, finalement, d'avoir tout l'ensemble de ces activités, cette diversité dans mes tâches... Pardon ? Ça te nourrit assez ? Ça me nourrit, je m'éclate. Et c'est vrai que des fois, quand je me retrouve à faire la même chose pendant 3 jours de suite, par exemple, si je suis 3 jours au bureau sans rendez-vous, alors ça arrive très rarement, au bout de 2 jours déjà, je commence à me faire chier, même si ce que je fais est utile. Je me dis, putain, j'ai besoin de rencontrer des gens. Tu vois. Et en fait, c'est vraiment ça mon moteur. C'est sortir, voir des gens, échanger. C'est de ça dont j'ai besoin. Okay. Échanger, partager. Donc, j'ai pas vraiment de journée type. Voilà. D'accord. Tu t'inspires de qui pour réussir ? Ça va te paraître c'est pas être présomptueux, mais y a pas, en fait, m'inspirer de gens qui ont réussi, pour moi ce serait présomptueux. C'est-à-dire te dire Steve Jobs ça m'inspire. Non, ça m'inspire pas, parce que j'ai pas la prétention de penser que j'ai les qualités, les compétences, l'intelligence de Steve Jobs. Donc non, ça m'inspire pas. Non, en fait, moi, la seule chose qui me drive, c'est comment dirais-je, mon bonheur, le fait de me sentir bien. C'est la seule inspiration que je peux avoir, c'est m'écouter moi et me dire, ok, est-ce que là je suis où j'ai envie d'être, est-ce que c'est ce que je veux, et est-ce que je vais où j'ai envie d'aller. Voilà, après, oui, il y a des gens avec qui je peux discuter, et dans différents secteurs d'activité, mais il y a des gens avec qui, et même personnels, dans ma famille, il y a des gens avec qui je peux discuter, j'aime leur philosophie. Donc je vais avoir envie d'aller dans leur sens, je vais avoir envie d'écouter plus pour me nourrir. Mais il n'y a pas vraiment... j'ai pas de modèle professionnel ou personnel de réussite.
j'en ai pas. Vraiment, ce qui me drive, moi, c'est la plénitude. En fait, mon objectif ultime, c'est... et là, je vais te parler comme un père de famille. C'est que moi, j'ai 2 enfants et j'ai envie de donner envie à mes enfants d'aimer la vie. En fait, c'est ça le truc. C'est dans la vie, tu es obligé d'avoir un travail parce que tu es obligé de ramener de l'argent pour vivre. Il faut en faire en sorte que ce travail, tu l'aies choisi parce que tout le monde ne choisit pas son métier, ce qui n'est pas facile. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est, et c'est ce qui me donne envie tous les jours de me lever, c'est d'être un bon papa, d'être un vrai modèle pour que mes enfants, elles aient cette philosophie de vie, de se dire déjà, je croque la vie, j'ai envie de m'éclater. Et puis, j'ai envie de construire sur la base de choses qui m'attirent, que j'ai envie de découvrir, que j'ai envie de faire. Voilà, et finalement, c'est ça. Mon modèle, c'est plutôt ça. C'est cette espèce de plénitude, parce qu'on n'est pas là longtemps sur Terre. On est un grain de sable dans toute une mécanique. Finalement, ton référentiel, c'est tes collègues de travail, ton univers, et puis surtout, ton noyau dur, c'est ta famille. Et moi, j'ai envie de transmettre ça à mes enfants. Et je veux surtout, quand j'aurai 70 piges et que je serai pas loin de basculer, c'est de me retourner en regardant mes enfants qui ont réussi. Professionnellement, je m'en fous, en fait. Qui ont réussi leur vie, qui sont heureuses. Parce que c'est pas facile d'être heureux dans la vie. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui font qu'on a tous du mal à profiter vraiment de la vie et à être 100% heureux. Moi, j'ai la chance, en tout cas, j'ai le sentiment de l'être. Et en fait, c'est c'est ce modèle-là que j'ai envie de suivre et qui me motive tous les matins. C'est l'atteinte du bonheur, en fait, de la plénitude. Voilà. Okay. Juste ça. Dernière question. Tu sais que sanasté, ça vient du latin sana, qui veut dire saint. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi être saint ? Écoute, être saint pour moi, c'est être honnête dans son rapport avec les autres. Tu peux pas aimer tout le monde et donc pas mentir aux gens et donner aussi à ceux à qui tu as envie de donner. Donc être saint, c'est donc plutôt saint d'esprit dans ce cas-là. C'est avoir envie de donner aux gens que tu aimes et aux gens que tu apprécies et pas attendre de choses en retour. Parce qu'en général, quand tu donnes, tu as un retour. C'est ne pas te mentir à toi-même, c'est-à-dire savoir ce que tu veux et pas te le cacher, et puis croire en toi. Ça, la confiance, c'est pour moi c'est une façon d'être sain. Et puis évidemment, dans un monde comme aujourd'hui, avec les vies qu'on a, et je vais prendre mon cas personnel, être sain, c'est bien dormir, bien manger, faire du sport, parce que c'est ce qui t'aide à être bon dans ce que tu fais au quotidien, et puis c'est ce qui t'aide à être heureux, parce que je pense que tu peux pas être heureux si tu fais 70 heures de boulot par semaine sans rencontrer tes potes et boire une bière avec eux. Pour autant, il faut pas que tu boives trop de bière et que tu manges pas trop de McDo, mais voilà, que tu fasses attention. Finalement, c'est un équilibre. Être sain, c'est un équilibre entre ces différents pôles, entre la santé, entre ton rapport aux autres, et puis la conduite de tes projets personnels. Voilà, je pense que c'est un bon équilibre de tout ça, et c'est ce qui fait que tu te sens sain. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être sain dans mon rapport aux autres, dans la façon dont je mène ma vie personnelle. Je fais attention à ce que je mange. Pour la petite anecdote, on mange une salade ensemble. On boit de l'eau, même si j'aime bien boire des bières et manger des frites avec des potes autour d'un match, pour être franc. Mais voilà, je pense que c'est un équilibre de tout ça. C'est-à-dire que c'est pas être extrémiste sur un sujet. On parle par exemple d'alimentation. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'alimentation. Bien manger aujourd'hui, ça veut pas dire ne plus manger, ne plus se faire plaisir du tout, parce que se faire plaisir, c'est aussi important pour l'esprit. Ouais. Même si tu sais qu'il faut que tu fasses attention. Moi, j'ai 40 piges depuis quelques semaines. Je sais que je prends plus facilement du poids aujourd'hui. Pour autant, je fais attention, mais j'aime bien me faire plaisir. Parce que ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien à la tête. Et partager une bonne viande et une bonne bière avec des potes, pour moi, la vraie vie, c'est ça, et c'est important parce que, encore une fois, le fait d'être sain, pour moi, te fait évoluer et grandir progressivement tout au long de ta vie, et c'est important. Ok, super. Dernier point, les gens qui ont envie de te découvrir et de suivre les actualités de Force Success, vers quel support les dirige-t-on ? Alors, je pense qu'on ne peut pas nous rater aujourd'hui. On a tout, site internet, réseaux sociaux, Force Success, donc c'est le chiffre 4 et le mot succès en anglais.
On est présent aussi un petit peu dans les médias, puisqu'on a la chance d'avoir une société qui tourne bien, donc on est sollicité assez régulièrement sur des sujets liés à la communication des sportifs dans les médias en France. J'ai même découvert qu'on était dans les médias anglais il n'y a pas très longtemps, donc je suis très content. Bravo. Mais voilà, donc, et puis s'il y a effectivement des questions, des gens qui s'intéressent à cet environnement, tu as mes coordonnées, on se connaît bien, donc voilà, tu en verras, mais on est assez facilement, tu tapes gestion d'image sur Google ou Fort Success sur Google, on est dans les premières recherches, donc voilà, aucun souci. Très bien, merci beaucoup Sébastien pour ton temps. Merci à toi et longue vie à Sanasté. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. À bientôt. Ciao.